C'est le drame de l'immigration qui se solde par des milliers de morts. Sous l'égide de Barack Obama, les États-Unis cherchent à définir une autre relation avec les pays du continent. La menace terroriste porte des noms comme le Moudjahou, Boko Haram, l'État islamique, qui plonge la Syrie, l'Irak, le Mali et le Nigeria, entre autres, dans une spirale de la violence. 2014, c'est aussi la crise en Centrafrique qui traverse une longue période de turbulence. C'est aussi le Soudan du Sud qui frôle la guerre civile, chronique d'une année de bouleversement sociopolitique avec Jérémy Sié-Koulibaly. Au début de l'année 2014, la Centrafrique est dans l'œil du cyclone. Les affrontements interconfessionnels entre les milices chrétiennes anti-Balaka et les éléments de la Séléka plongent le pays dans le chaos. Le 10 janvier, le président de la transition Michel Djotodia est débarqué en Djamena au cours d'un sommet extraordinaire de la CEMAC. Idem pour le Premier ministre Nicolas Tchangaï. Quelques jours après, c'est une femme, Catherine Samba Panza, qui est appelée pour conduire la transition prévue pour une dizaine de mois. Un an après, la Centrafrique n'est pas sortie de l'ornière. Le Soudan du Sud n'est pas mieux loti. Le pays flirte avec la guerre civile sur fond de rivalité politico-ethnique entre le président Salva Kiir et son ancien vice-président Riek Machar. Les belligérants vont jusqu'au bout de l'horreur, avec des massacres à grande échelle qui jettent sur les routes de l'exil plus d'1 million de personnes. En Côte d'Ivoire, c'est pour des massacres passés que Charles Blé Goudé est envoyé à la CPI. Devant la Cour pénale internationale, il refute les accusations de crimes de guerre perpétrés durant la crise post-électorale et clame son innocence. Le président kenyan Uhuru Kenyatta, lui, est acquitté par la Cour, faute de preuves directes contre lui, dans les massacres de la crise post-électorale qui s'était soldée par plus de 1500 victimes. 2014 a également été marqué par de nombreux actes terroristes. Enlèvements, exécutions d'otages, attentats meurtriers, toute la gamme y est passée. Au Mali notamment, avec le Moudjahou. Au Nigeria, Aboubakar Shekau, le chef de la secte islamique Boko Haram, défie l'armée nigériane et fait des excursions jusqu'au Cameroun. La menace djihadiste est aussi celle de l'État islamique, d'abord en Syrie, où la ville de Kobané est le théâtre de violents affrontements, puis en Irak, où les combattants de l'île déstabilisent le pays et organisent la chasse aux Yézidis, une minorité chrétienne contrainte à l'exil. En Égypte, le maréchal Al-Sisi, l'homme fort du pays, présenté comme un rempart contre les islamistes, légitime son pouvoir. En Algérie voisin, Abdelaziz Bouteflika, 77 ans, brigue et remporte un 4e mandat à la tête du pays face à 6 autres candidats, en dépit de son état de santé. Au Proche-Orient, les années se suivent et se ressemblent. Le conflit israélo-palestinien n'est pas près de connaître son épilogue. La coalition de Bibi Netanyahou vire un peu plus à droite, notamment avec un texte qui fait d'Israël l'État-nation du peuple juif. L'ancien leader de la droite israélienne, Ariel Sharon, lui tire sa révérence à 85 ans, après 8 ans de coma. Il meurt le 11 janvier 2014. Dans l'ancien empire soviétique, ce sont les séparatistes pro-russes qui font l'actualité en Ukraine, en prenant les armes et en proclamant la République populaire de Donetsk. À l'initiative du président Obama, 2014 voit le premier sommet Afrique-États-Unis se tenir, avec notamment au menu la lutte contre le terrorisme, la promotion de la démocratie et le renforcement des relations commerciales. Sur le front francophone, l'Organisation internationale de la francophonie porte à sa tête la Canadienne Michaëlle Jean, en remplacement d'Abdou Diouf.
Le drame de l'immigration établit de nouveaux records, avec des centaines de morts dans la traversée de la Méditerranée. Enfin, 2014, c'est les signes indiens qui frappent l'aviation malaisienne, avec 2 avions disparus des radars et un explosé dans des conditions obscures au-dessus de l'Ukraine. Voilà des faits de l'actualité internationale rappelés par Jérémy Sié Koulibaly. Jérémy Sié Koulibaly que je reçois d'ailleurs sur ce plateau. Bonsoir Jérémy. Bonsoir Fousseni. Vous avez rappelé un certain nombre de faits, des événements de l'actualité internationale. Et on peut dire que les années se suivent et se ressemblent en ce qui concerne les événements sur le continent par exemple, mais aussi sur le plan international. Absolument, Fousseni, parce que lorsqu'on observe ce qui s'est passé au cours justement de cette année 2014, l'Afrique a été le théâtre d'un certain nombre de crises. Ça fait plus de 50 ans que la plupart des pays du continent sont indépendants, mais effectivement, le continent est toujours le siège des crises majeures. Si on remonte assez loin, on a vu les crises libériennes, sierra-léonaises. Aujourd'hui, il y a eu la période de la région des Grands Lacs. On a le Soudan du Sud. Voilà, on a la Centrafrique. C'est comme si les pays africains, disons, étaient un peu, on va dire, coutumiers de cette situation-là. Je pense que ça pose un certain nombre de problèmes de gouvernance, peut-être un problème de viabilité des États africains. On aura sans doute l'occasion de revenir sur toutes ces questions. Oui, l'ambassadeur Jean-Baptiste Natama, directeur de cabinet de la présidente de la commission de l'Union africaine, nous a rejoint. Bonsoir, Excellence. Merci de venir décrypter les faits de l'actualité internationale avec nous dans le cadre de cette rétrospective 2014 de l'actualité sur la télévision du Burkina. 2014 n'a pas été aussi facile pour les pays africains de façon générale. Oui, vous avez tout à fait raison. 2014 n'a pas été une année facile pour les pays africains, dû à la combinaison de plusieurs facteurs, à la fois internes à l'Afrique, mais aussi externes au continent. Je dois dire que, comme vous avez imaginé, la crise qui est intervenue vers la fin de l'année 2013 au Sud-Soudan et également celle intervenue en Centrafrique, sont des indicateurs qu'il y a encore des efforts à faire en Afrique pour promouvoir la paix et asseoir la stabilité des États. Et quand on analyse ces événements qui interviennent ça et là, on ne peut pas s'empêcher d'imaginer que ce sont des crises de gouvernance. Des crises de gouvernance à la fois sur le plan politique, sur le plan économique et social. Sur le plan politique, c'est des systèmes politiques qui ne favorisent pas l'inclusion, qui ne favorisent pas la participation, qui ne favorisent pas le dialogue avec les différents acteurs sur le plan démocratique. Et lorsque il n'y a pas d'inclusion, il n'y a pas de participation, bon, vous ouvrez la voie à l'utilisation de moyens non légaux pour vous faire entendre ou vous exprimer. Ensuite, au plan économique, c'est le phénomène aussi de la redistribution des fruits de la croissance qui pose problème parce que l'Afrique a affiché un assez bon taux de croissance ces dernières années, comme on l'a vu, mais cette croissance économique ne se traduit pas en dividendes concrets pour les populations africaines. Ça ne contribue pas à faire reculer la pauvreté, ça ne contribue pas à créer des emplois pour la jeunesse, et donc ça crée des conditions favorables à l'émergence de crises à la fois économiques, sociales et politiques. Et à côté de cette gouvernance qui a quelque part des petits soucis, on peut aussi évoquer la menace djihadiste avec des questions d'extrémisme religieux. Boko Haram, peut-être pas forcément liées à des questions de gouvernance politique, mais de questions de conviction religieuse. Oui, disons que les convictions religieuses peuvent exister, mais ce sont des phénomènes qui profitent de failles dans l'organisation des États. Quand vous organisez votre État et que vous ne créez pas les espaces nécessaires pour que les uns et les autres évoluent
correctement dans le contexte national, vous créez des conditions pour que des forces comme celle de Boko Haram fassent peut-être prospèrent dans votre environnement. Si nous prenons le cas de Boko Haram dont vous parlez, la majorité des personnes qui sont dans Boko Haram sont âgées, la moyenne d'âge se situe autour de 15 ans. Ce sont des jeunes, ça veut dire qu'ils n'ont pas d'espoir, ils n'ont pas d'emploi, et on peut les enrôler facilement dans une aventure. Parce qu'on n'a pas besoin de faire un très grand discours. Avec quelques sous, avec quelques messages, on arrive à les enrôler. Ils y vont non pas parce qu'ils sont convaincus, parce qu'ils ont une foi religieuse qui les oblige à y aller, mais c'est parce qu'ils sont manipulables du fait de leur fragilité. Et pour cela, il faut effectivement accorder de l'importance à ces questions de gouvernance pour créer les meilleures conditions pour nos jeunesses, afin que ces jeunesses-là ne se retrouvent pas embarquées par des aventuriers. On trouvera toujours des extrémistes dans tous les sens, que ce soit sur le plan politique, sur le plan religieux ou de n'importe quelle pensée, on trouvera toujours des extrémistes. Mais le plus important, c'est de ne pas favoriser des conditions qui pourraient permettre à ces extrémistes de grossir leur rang et de pouvoir recruter facilement. Alors, Excellence, est-ce qu'à contrario, on ne pourrait pas dire que cette crise pose aussi le problème de l'État en Afrique? Je dis le problème de l'État pour expliquer tout simplement que dans certains de nos pays africains, l'État, s'il n'est pas inexistant, il est à la limite très faible. Quand l'État n'arrive pas à faire régner sa souveraineté sur l'ensemble de son territoire, ça pose un certain nombre de problèmes. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne pourrait pas dire avec justement l'un des secrétaires généraux de l'OIA à l'époque, Edem Kodio, que les États africains dans leur forme actuelle ne sont pas viables? Oui, je l'ai déjà dit moi-même, je crois, sur ce même plateau, que un des problèmes que nous avons eus, c'est l'incapacité de nos dirigeants à créer des nations. Parce que l'État ne se résume pas à un territoire, une population, des institutions. L'État, l'élément fondateur d'un État, c'est la nation. Il faut une nation qui repose sur un socle de valeurs communes et partagées. Et lorsque vous n'avez pas ce socle de valeurs communes et partagées, avec un contrat social qui soutient en fait cette nation-là, chacun peut aller dans la direction qu'il souhaite. Et en allant dans la direction qu'il souhaite, il n'est pas exclu que vous vous exposiez à des risques d'implosion ou d'explosion. Ça dépendra des conditions dans lesquelles on se trouve. Donc, il est très important, effectivement, de revoir la notion même d'État en Afrique, de revoir comment est-ce que nous pouvons créer les meilleures conditions pour que nos États soient viables. Viable dans le sens où réellement nous arrivons à mettre en place un système qui fait que chacun de nous se reconnaît dans une identité fondatrice et qui est la nation à laquelle il appartient. Autrement dit, on reste ouvert à toutes sortes d'ingérences qui peuvent contribuer à fragiliser le socle social de l'État. Alors que si le socle social est fragilisé, l'État ne peut être que fragilisé. Et ensuite, vous vous retrouvez dans un système où, malgré la démocratie dont on parle, les régimes qui dirigent la plupart de nos pays manquent de légitimité. Et quand il n'y a pas de légitimité, on peut avoir la légalité sans avoir la légitimité. Et quand on n'a pas la légitimité, le mode d'action est compliqué. Parce que il y a toujours des espaces de contestation, de remise en cause de votre légalité et qui font que, en tant qu'État, vous ne pouvez pas asseoir votre autorité. Donc, si nous créons les conditions pour que des gouvernements légaux arrivent à la tête de nos États, il faut que ces gouvernements se donnent les moyens d'acquérir la légitimité face au peuple, de manière à ce que leur autorité puisse être acceptée, parce qu'il s'agira de promouvoir une gouvernance concertée entre eux et le peuple. Alors, l'actualité sur le continent africain, bien entendu, au cours de 2014, ce sont un peu les soubresauts sociopolitiques dans un certain nombre de pays, notamment en ce qui concerne, on va dire, le contrôle ou la gestion du pouvoir politique.
Donc on a des velléités de modification des constitutions dans un certain nombre de pays. Je voudrais citer notamment le Congo-Brazzaville, la RD Congo. Les Togolais sont dans la rue, en tout cas le régime de Faure Yadema est quelque part sur la sellette. Ce qui s'est passé au Burkina aussi, on l'a vu, mais quelque part on va dire que l'Union africaine était assez aphone dans ce qui est arrivé. Et aujourd'hui, des voix s'élèvent pour réclamer notamment qu'on puisse inscrire dans la charte de l'Union le fait que la transition démocratique du pouvoir puisse se faire donc sur des mandats de 2 ans et qu'on ne puisse pas aller au-delà. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous répondez à tout ça? Bon, il faut d'abord clarifier quelque chose. L'Union africaine n'est pas une autorité supranationale qui peut exercer un pouvoir coercitif sur les États. C'est un syndicat des chefs d'État? Non, pas un syndicat des chefs d'État, c'est un regroupement d'États. Et la vision que nous avons aujourd'hui, c'est de transformer justement cette Union africaine en Union des peuples, avec des espaces qui permettraient aux peuples africains de s'approprier la vision de l'Union africaine et de, par ce fait-là, contribuer effectivement à la prise en compte de leurs aspirations. Maintenant, lorsque vous parlez d'introduire dans la charte de l'Union africaine certaines dispositions, cela est possible, mais comprenez que le continent est divers, du point de vue même de l'organisation politique des États. Nous n'avons pas le même système politique dans les 54 États membres de l'Union. Les systèmes politiques diffèrent d'un pays à l'autre. Il y a des systèmes politiques présidentialistes, parlementaristes, semi-parlementaristes, etc. Et vous ne pouvez pas codifier cela de façon générique pour tout le monde. Ça veut dire qu'il faut qu'on aille vers de plus en plus une harmonisation de nos systèmes politiques, ce qui va prendre du temps. Et une fois qu'il y a une harmonisation, on peut en ce moment fixer des règles qui peuvent s'appliquer à tout le monde. Alors, je voudrais donc qu'on revienne sur cette question du terrorisme qui constitue, on va dire aujourd'hui, l'un des défis majeurs de notre temps. On a évoqué tantôt le cas de Boko Haram, il y a les Chebab en Somalie, en tout cas dans la Corne de l'Afrique. Il y a toute la bande sahélo-saharienne qui est confrontée justement à des actions de trafiquants, de narcotrafiquants, de djihadistes, de terroristes. Et on a bien entendu la Syrie et l'Irak, comme on a vu donc au cours donc de cette année 2014. Aujourd'hui, véritablement, quelle réponse le monde peut-il apporter à cette menace? Et de façon subsidiaire, je voudrais que vous prononciez pour nous dire, est-ce qu'il s'agit d'une crise des civilisations? L'Occident chrétien est-il aujourd'hui confronté justement à une menace islamiste? Est-ce qu'on avance, on va dire, vers un affrontement? Est-ce que la religion n'est pas le principal facteur de déstabilisation du monde aujourd'hui? Un auteur le disait, Samuel Huntington, le choc des civilisations. Est-ce qu'on y est? Oui, quelque part, parce que on disait déjà qu'à la fin des affrontements Est-Ouest, qui était un affrontement idéologique, on assisterait au règne de la pensée unique amené par le système de pensée néolibéral. Et d'aucuns ont imaginé aussi que la nature ayant horreur du vide, il faut toujours de la confrontation. C'est une loi de la dialectique où les oppositions permettent à la société d'avancer. Et donc, il est clair que s'il n'y a pas d'espace d'affrontement idéologique ou de pensée qui s'affrontent, parce que nous sommes dans un système de pensée unique, il va de soi que d'autres types de pensées émergent pour entretenir cette nécessité de confrontation de pensée et d'idées. Et donc, c'est clair que la religion, quand on la prend en ce qui concerne l'Afrique, n'est pas forcément culturelle. En Afrique, nous avons notre culture, la religion vient se joindre à notre activité, à notre vie. Avec l'islam, on comprend aisément pourquoi les systèmes politiques sont confondus avec la religion musulmane. Et c'est cette différenciation qu'on n'arrive pas à établir quand on se met en rapport avec l'Occident pour évaluer la place que la religion peut occuper dans le politique.
Et on a vu même dans l'histoire, lorsque la religion était associée à la politique en Europe ou en Occident, de façon générale, on a vu ce que ça a causé. Avant 1905, voilà. Notamment en France. Voilà, on a vu ce que ça a causé. Et donc, aujourd'hui, nous sommes dans le même système au niveau du Moyen-Orient et du monde arabe. Et pour cela, il faut que nous puissions admettre que les civilisations qui sont là aujourd'hui dans le monde, malgré leurs différences, forment la richesse de l'humanité. Et qu'il faut travailler à créer des conditions pour un dialogue ouvert, franc, de civilisation, et non aller dans la confrontation. Maintenant, les mouvements terroristes qui peuplent l'Afrique, c'est, comme je l'ai dit, le terreau qui est créé, qui est favorable, qui permet à ces mouvements, non pas forcément sous le couvert de conquête véritablement religieuse, mais sous le couvert d'activités criminelles, font la promotion d'un certain intégrisme sous le couvert de la religion, mais ce sont des activités criminelles. Et aujourd'hui, la situation sécuritaire dans laquelle le monde se trouve fait qu'il faut mutualiser les efforts pour combattre ses ennemis. On ne peut pas combattre isolément Boko Haram, on ne peut pas combattre isolément le Moujao, on ne peut pas combattre isolément l'État islamique. Il faut mutualiser les efforts, mais en gardant à l'esprit qu'il ne faut pas stigmatiser une communauté religieuse, il ne faut pas stigmatiser une civilisation, il ne faut pas stigmatiser un peuple. Je voudrais vous poser donc une dernière question, notamment sur l'acquittement de Uhuru Kenyatta. On va dire que la Cour pénale internationale a été pensée, en tout cas dans la perspective d'une nouvelle gouvernance mondiale de lutte contre l'impunité. Aujourd'hui, on a vu un peu l'opposition des pays africains, notamment donc à cette cour-là. Aujourd'hui, Uhuru Kenyatta donc a été acquitté. Jusqu'à présent, ce qui concerne notamment Laurent Gbagbo, rien n'est clairement défini, Blé Goudé non plus. Est-ce qu'aujourd'hui, en fin de compte, cette cour-là ne va pas, on va dire, vers un échec? Est-ce que la lutte contre l'impunité peut véritablement prospérer? Disons que nous, les Africains, nous formons le groupe régional le plus important parmi les États partis au statut de Rome. Et si nous sommes allés massivement à la Cour pénale internationale, c'est parce que probablement nous croyons en cette Cour pour la promotion d'une véritable justice internationale. Parce que quand vous êtes faible, vous n'avez pas d'autre choix que de chercher à vous protéger. Et c'est ça qui explique que les Africains sont allés massivement vers cela. Mais on s'est rendu compte que la justice, elle ne doit pas être sélective. Une justice doit être une justice juste, qui s'attaque à tous les problèmes. Et ceux qui faisaient la promotion de cette justice internationale se sont trouvés eux-mêmes être ceux qui sont absents. Et c'est eux qui actionnent la Cour pénale internationale contre, en fait, des dirigeants qui sont africains, en ignorant certains faits qui se produisent ça et là. Nous avons vu les massacres en Cisjordanie. Personne ne parle de traduire des autorités israéliennes devant la Cour pénale internationale. Mais est-ce que ça justifie les massacres en Afrique? Ça ne justifie pas les massacres en Afrique. Mais sur le cas, par exemple, particulier du Kenya, il n'y avait pas une opposition de l'Afrique au fait que le dossier soit traité par la Cour pénale internationale. Il y avait une demande de flexibilité pour permettre à ces deux personnalités d'exercer leurs responsabilités. On a demandé, souvenez-vous qu'ils ont accepté volontairement d'aller répondre devant la Cour. Mais nous avons demandé à la Cour pénale de permettre que les dispositions constitutionnelles dans le pays fonctionnent. À savoir que la Constitution interdit à ces deux personnalités de s'absenter en même temps du territoire, ce qui est tout à fait normal. La Constitution leur interdit de s'absenter plus d'un certain délai du territoire parce qu'ils sont légitimement élus par le peuple kenyan. Donc nous avons demandé à la Cour d'examiner peut-être la possibilité de se délocaliser ou d'envoyer des bureaux sur le Kenya pour procéder aux auditions, de manière à ce qu'ils puissent se décharger de leurs responsabilités nationales. C'est ce débat qui n'a pas été bien expliqué aux Africains et on a eu l'impression que l'Union africaine s'opposait à la Cour
et voulait empêcher la Cour de faire son travail. Sinon, on a des observations et des critiques à formuler sur le fonctionnement de la Cour de façon générale, mais nous croyons toujours en cette justice internationale. Merci à vous, ambassadeur Jean-Baptiste Natama. Je rappelle que vous êtes directeur de cabinet de la présidente de la Commission de l'Union africaine. Merci à vous également, Jérémy Sié Koulibaly, du desk international de la rédaction de la télévision du Burkina, d'être venu décrypter les faits de l'actualité internationale avec nous. Voilà, on s'arrête là pour cette rétrospective 2014 de l'actualité nationale et internationale. Merci à toutes les équipes rédactionnelles et techniques qui m'ont aidé à préparer et à vous présenter cette émission. Merci à vous également, chers téléspectateurs, pour votre attention et à l'année prochaine, Inch'Allah.